refait la réunion midi. Merci de rejoindre sur RTL Réunion. Il est midi et 20 minutes, c'est l'heure de votre émission de Libre Antenne. Vous pouvez bien sûr y participer en nous appelant au 02 62 234 567. Cette émission vous est présentée par Johanna Martin. Bonjour Johanna. Bonjour Mandy et bonjour à tous. À la page emploi, je demande les seniors. Où sont-ils ? On ne demande pas, évidemment, on ne parle pas de celles et ceux qui sont d'ores et déjà à la retraite. Pour eux, eh bien, ce qui n'est fait n'est plus, ce qui est fait n'est plus à faire, comme on dit. Mais les autres, où sont-ils ? Attention, ne vous me prenez pas, on ne parle pas ici des personnes dites âgées, mais des seniors, terme que l'on emploie pour définir les personnes âgées de plus de 50 ans précisément. Et à partir de 50 ans, on n'est pas vieux. Alors pourquoi trouver un emploi est si difficile pour cette tranche d'âge ? À La Réunion, en 2019, un peu plus de la moitié des seniors en âge de travailler ont une activité. Le taux d'activité s'élève à 57%. Et cela fait quand même 43% de cette population au chômage ou aux minima sociaux. Petit point retraite, l'âge légal du départ à la retraite est fixé à 62 ans, mais pour la gagner à taux plein, il faut travailler encore, parfois jusqu'à 67 ans, selon votre carrière. Alors entre-temps, on fait quoi ? Les seniors sont un petit peu la dernière roue du carrosse en matière d'insertion. Pourtant, des dispositifs existent, notamment d'aide aux employeurs. Il y a l'ouverture des emplois francs, il y a aussi le CDD senior. Mais qu'est-ce qui ne marche pas ? Les employeurs qui recrutent peuvent nous appeler au 02 62 234 567 pour nous l'expliquer. Peut-être comme moi, avez-vous eu la chance d'échanger avec vos parents et grands-parents sur leur carrière. Souvent, papa, s'il a fait des études, a intégré une entreprise dans ses jeunes années et il n'en est jamais parti. Il a peut-être fait le choix de monter sa propre entreprise, mais s'il est resté salarié, sa carrière se compte en dizaines d'années. Et s'il a eu la chance de passer au travers des mailles des crises successives pouvant entraîner la faillite de sa maison mère, eh bien, il a bénéficié d'un pot de départ à la retraite et ça, c'est plutôt bien. Mais ce modèle est définitivement révolu, on peut le dire. À 20 ou 30 ans, aujourd'hui, les goûts et les couleurs évoluent d'abord, la polyvalence est exigée ensuite et la mobilité fait loi. Les juniors, par opposition aux seniors, passeront par plusieurs entreprises, voire par plusieurs métiers au cours de leur carrière. Et les seniors doivent aujourd'hui s'adapter à ce fonctionnement où tout va plus vite, dans lequel personne n'est irremplaçable. D'ailleurs, est-ce aux seniors de s'adapter ou aux entreprises de faciliter la chose ? On pose ces questions à nos invités aujourd'hui. Corinne Dubois, bonjour à vous. Oui, bonjour. Bienvenue, vous êtes la directrice de l'ARACT, de l'Association régionale pour l'amélioration des conditions de travail. On accueille également Didier Le Tyran et Frédéric Nouvet. Vous êtes des habitués d'RTL Réunion. Vocation Réunion est avec vous. Bonjour messieurs. Bonjour. La désinsertion des seniors, appelez-nous au 02 62 234 567. On parle emploi ce midi. Je revenais du travail, personne ne m'attendait. J'abandonnais mon travail et quelqu'un survenait. Je reprenais mon travail, ce quelqu'un s'ennuyait. Je revenais du travail et seul me retrouvais. Et le travail, c'est la santé, paraît-il. Et la santé économique est un peu comme celle des travailleurs, sujette à des comorbidités, si vous me permettez l'expression. Il n'y a pas de vaccin contre le chômage, mais il y a peut-être quelques remèdes. Le 02 62 234 567. Évidemment, pour participer à cette émission, nous sommes en direct également sur la page Facebook RTL Réunion, où vous pouvez retrouver cette émission. Donc, on salue Jean-Claude, qui est d'ailleurs à l'écoute via la page Facebook. Messieurs, dames, je lance cette question. Vous me répondez pourquoi l'emploi semble-t-il aussi inaccessible aux personnes âgées de plus de 50 ans, et on parle même de personnes à partir de 45 ans qui, excusez-moi l'expression, galèrent pour retrouver un emploi lorsqu'il s'agit de peut-être d'une reconversion ou qu'on a perdu son emploi en cours de route. Pourquoi c'est si difficile ? C'est une excellente question. Alors, déjà, première chose, j'ai appris il y a peu que à Pôle emploi, c'est à partir de 45 ans que vous avez droit à la coche senior sur leur ordinateur. Ça fait plaisir. Ça fait pas, j'allais vous dire. C'est bon à Ça savoir. fait pas forcément plaisir, mais bon. Alors, je pense que d'abord, c'est culturel. Il y a des a priori. Il y a des faux semblants, des jugements qui sont faits vis-à-vis des seniors.
qui sont excluants. Le problème d'ailleurs c'est ça, c'est qu'on exclut une partie de la population, parfois pour des questions économiques, on va pas se mentir. Quand on voit une annonce où c'est marqué débutant accepté, on a bien compris que c'était petit salaire. Oui, c'est souvent lié malheureusement. Si vous ne voulez pas valoriser votre expérience, vos diplômes et votre savoir-faire, vous savez déjà que vous n'allez pas postuler, vous ne serez pas sélectionné. Donc il y a déjà une forme de sélection excluante. Il y a aussi le fait de ne pas valoriser aussi les compétences. Dans un monde idéal, on ne parlerait pas d'âge, ou on parlerait juste de talent et de compétences. Et il n'y aura ni junior ni senior, et ce serait merveilleux. Malheureusement, on n'est pas dans ce monde-là. Et puis il y a aussi le fait que, voilà, parmi les a priori, il y a le fait qu'on juge parfois des anciens comme étant pas toujours au fait des dernières technologies, ce qui n'est pas toujours vrai, c'est même de moins en moins vrai. Pas toujours, qui ne se forment plus, alors qu'on a énormément de gens qui se forment en formation continue en étant des seniors, ou qui n'iraient pas spécialement la forme où vous serez à l'aise avec les jeunes, ce qui est, à mon avis, très faux quand on voit le terrain. Donc c'est bien une question pour moi, en tout cas à titre personnel, d'a priori. Didier Le Tyran, vous partagez la même chose, le même constat? Complètement. Je pense qu'on est prisonnier quelque part de nos représentations mentales. Vieux égale inopérant. D'ailleurs, ça fait peur si on est vieux à 45 ans. Peut-être que nos futurs présidents, qui est un ancien Premier ministre, a annoncé qu'il mettrait l'âge légal de la retraite à 67 ans. Donc en fait, on ne vaut plus grand-chose pendant 22 ans. Alors que c'est à mon avis tout le contraire. Frédéric parlait de la compétence. La compétence est liée au diplôme, mais aussi au savoir-être, à la posture, au comportement, et également donc, à l'expérience, donc au savoir-faire. Et je compléterai en disant qu'il y a un débat que je trouve complètement décalé, qui est d'opposer les jeunes aux vieux, quelque part en entreprise, alors que l'un nourrit l'autre. Et souvent, on risque de virer les vieux parce que sur le bilan, en fait, ça pèse un peu trop lourd en masse salariale. Sauf que pas grand monde se soucie de mesurer la performance et le coût caché des personnes dont on sépare. C'est pas forcément une fiche de paye qui part, c'est beaucoup plus que ça. Donc du coup, je trouve qu'il y a on se trompe parfois de cible, à mon avis. Oui, surtout que les seniors sont souvent les plus formés, les plus expérimentés. Pourquoi on se séparerait effectivement d'éléments qui, sur le papier, présentent tous les avantages finalement pour une entreprise? Corinne Dubois. Oui, donc effectivement, l'allongement de la vie professionnelle, hein, c'est une difficulté pour les entreprises et pour les personnes. Il s'agit de maintenir en emploi des salariés vieillissants qui représentent un coût économique et social pour les individus, mais aussi les entreprises et la société en général. Le défi auquel nous sommes confrontés, c'est de permettre à tous de travailler en bonne santé le plus longtemps possible. Et nous, on préconise une approche organisationnelle. C'est pas uniquement la personne, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est tout ce qu'elle produit, tout ce qui se joue autour. Et on parle de parcours professionnel et aussi de représentation sociale, hein, on l'a dit, sur les effets du vieillissement, les difficultés des travailleurs vieillissants qui sont plus ou moins accentuées, plus ou moins mises à profit par l'organisation de l'entreprise tout au long de la carrière de la personne. Et ça pose aussi la question des emplois, ou en tout cas des métiers dits pénibles. Également cet allongement quand on reste en emploi plus longtemps, dans un métier pénible, on ne l'aborde pas de la même manière que si on était dans un emploi moins pénible, tout simplement. Et quand on veut améliorer les conditions de travail, je pense que ça vous parle particulièrement. Oui, l'enjeu, c'est vraiment agir de manière préventive et le plus en amont possible sur le champ de l'emploi et de la formation, mais aussi du travail, de l'organisation du travail, en prenant des mesures qui permettent de préserver justement la santé de chacun. On l'a vu durant cette crise, la santé individuelle est directement liée à la santé collective. Donc prendre soin d'une personne, c'est prendre soin de soi aussi. Prendre soin du collectif au travail, c'est aussi prendre soin du collectif dans la société. Alors quand on parle emploi senior, on entend adaptation, justement, vous l'avez dit, masse salariale un peu coûteuse. Pourquoi? Effectivement, ce sont des termes un peu péjoratif, mais dans le sens où ça représente un investissement pour l'entreprise. On a l'impression que l'entreprise est obligée de passer à la caisse pour garder ses employés plus âgés. C'est une vision aussi à court terme. Enfin, très clairement, aujourd'hui, les deux sont liés, en fait, les jeunes comme les moins jeunes. Vous avez 44% des jeunes qui, au bout d'un an, quittent leur emploi, ne sont pas conservés, avant quand c'est la période d'essai. Ça veut dire qu'un jeune, aujourd'hui, il a besoin d'accompagnement, d'intégration. Et qui de mieux qu'un senior au sein de l'entreprise qui a à la fois une posture managériale, la connaissance de l'entreprise et la connaissance des codes de l'entreprise pour accompagner un jeune. En fait, il y a une sorte de co-réussite et de co-responsabilité qu'il faut comprendre. Les coûts cachés sont importants quand on a des jeunes qui sont constamment en turnover.
parce qu'on passe le temps à donner du temps à des gens qui s'en vont, on en reforme encore, parfois on passe par des annonces, ça coûte de l'argent. Donc en fait, il y a tous ces coûts cachés qui ne sont pas toujours calculés. On a parfois des gens qui sont sur des divisions à court terme, il faut le dire, sans aucune méchanceté. Mais personne n'est irremplaçable. Voilà, le personne n'est irremplaçable est une bêtise, parce qu'à partir du moment où on calcule correctement les coûts que cela engendre, on peut se rendre compte que personne n'est irremplaçable peut-être, mais que ça a un coût à chaque fois, et que parfois investir sur quelqu'un dans le long terme, ou lui permettre d'avoir un vrai accompagnement. Moi j'aime bien la notion de mentorat notamment, qui me paraît essentielle, et surtout qui va permettre d'avoir aussi de la reconnaissance vis-à-vis de la capacité du senior, va permettre de faire en sorte que les deux réussissent, et quand les deux réussissent, eh bien, tous ces coûts cachés s'effacent, et au final, ces personnes, il vaut mieux investir dans leur réussite que de constamment créer des échecs qui vont parfois les marquer, professionnellement ou psychologiquement, et puis faire en sorte que finalement on ne serait plus un être humain, mais une machine qui, dès qu'elle ne donne plus le rendement nécessaire, serait systématiquement remplacée. Il y a des choses à faire pour avoir une vraie vision. On a souvent dans une entreprise une vraie vision économique. La vision humaine de construction des ressources humaines et de gestion de carrière, par contre, est parfois un peu moins mature que la vision économique. On peut le regretter. On part au standard, on aura beaucoup de questions autour de ces thèmes, évidemment. C'est Joël qui entame la conversation avec nous. Bonjour Joël. Oui, bonjour. Écoutez, moi je ne suis pas complètement d'accord avec un certain nombre de raisonnements là, qui ont été tenus. Je suis employeur, donc je suis concerné aussi bien par l'emploi des jeunes que par l'emploi des seniors. Moi, je suis plutôt favorable, d'une manière générale, sur l'emploi des seniors, parce que j'estime qu'effectivement, il y a une vraie expérience, il y a une vraie stabilité qu'on ne retrouve pas chez les jeunes. Donc, en ce qui me concerne, on recrute régulièrement des seniors. Aujourd'hui, on a même une frange de recrutement qui s'appelle 60 ans à monter. Donc, je ne comprends pas que majoritairement les gens n'aient pas intégré ce type de comportement. Parce que je vous assure que dans la mentalité et dans la volonté à œuvrer dans le sens de ce que souhaite l'entreprise, c'est encore avec ces personnes qui ont un certain âge que nous pourrions éventuellement arriver à du résultat. Après, concernant les jeunes, effectivement, on a tendance à vouloir les recruter sur certains métiers que d'ailleurs nous avons dans notre groupe, tels que l'hôtellerie, etc. Mais nous savons pertinemment que ces jeunes-là, ils sont en permanence sur une branche et toujours prêts à repartir vers d'autres horizons, qui soient pour des contrats de saison, etc. en métropole. Donc ça reste un très gros problème pour le recrutement dans l'hôtellerie, qui d'ailleurs ne s'arrange pas. On voit bien qu'en métropole, actuellement, nous avons des restaurants ou des structures hôtelières qui n'ont pas pu être complètement dotés de main-d'œuvre pour pouvoir être réouverts. Donc ça reste un vrai problème grave, que nous n'avons pas de solution pour l'instant. Et ensuite, il y a un troisième problème que je souhaite qu'on puisse intégrer pour peut-être mieux comprendre le pourquoi du comment. C'est le faible écart qui existe aujourd'hui entre la grille des salaires et réellement ce que la personne perçoit avec toutes les aides qui sont conférées. Et ça, c'est pour moi le vrai souci qui anime tout le reste. J'ai eu, moi, hier, 3 personnes qui bossent chez moi, qui sont venues me voir pour m'expliquer avec des documents à l'appui, qui n'ont aucun intérêt à donner suite à leur période d'essai, parce que entre la perte de leur RSA à titre personnel, au titre de leur femme, avec la perte de CMU, la perte de l'allocation logement, ils m'ont quand même démontré, chiffre à l'appui, où j'étais obligé d'accuser le raisonnement pour me démontrer qu'ils n'avaient aucun intérêt à travailler. Et je pense que tant qu'on aura des aides qui seront distribuées et qui seront aussi incitatives et qui pousseront les gens à continuer à ne rien faire, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc, le problème de l'emploi des jeunes, des vieux, de toute manière, on ne peut pas accepter aujourd'hui qu'il y ait des aides qui continuent à être distribuées, soit disant qu'on a 1 million d'emplois en France qui ne sont pas pourvus. Donc, vous voyez bien que là, on a clairement un problème d'assistanat qui a dépassé toutes les espérances. On a un problème de différentiel entre la grille des salaires et les avantages qui sont donnés. Ce sont ces problèmes-là qui, à mon avis, doivent être soulignés. Ça veut dire que tant que nous n'aurons pas de vraies réformes en direction de l'emploi, en direction, si vous voulez, de l'incitation à aller travailler, on pourra faire tout ce qu'on veut. On n'y arrivera pas. Alors, d'un autre côté, on met tout ce que vous venez de dire, inciter les gens, leur faire monter de grade, leur promettre le ciel, etc. Ça, on le fait, ça marche en partie, sauf que si vous voulez, à un moment donné, quand les gens ils enlèvent tout ce que ça leur coûte pour venir bosser et quand ils regardent le résultat, effectivement, il reste tellement peu qu'à un moment donné, ils baissent les bras.
Donc, je pense qu'on a, et puis d'un autre côté, on est quand même limité par une grille de salaire, mais on est quand même limité par des coûts, par le poids de la masse salariale. Donc, on ne peut pas décemment, systématiquement, faire des exceptions et donner des primes ou surclasser les personnes, parce que du coup, on plombe nos prix de revient et on perd en compétitivité. Oui, Joël, d'ailleurs, je rebondis très rapidement, Joël, sur ce que vous dites là-dessus, sur alors, l'attractivité du travail, on va en reparler évidemment, mais sur les salaires, ça me fait penser à ce qu'avait lancé effectivement la ministre du Travail sur la question, notamment lorsqu'on avait vu que la main-d'œuvre était compliquée à recruter pour la saison estivale en métropole dans le domaine de la restauration. Elle avait dit clairement il faut augmenter les salaires. En fait, c'était ça. Et là, vous nous dites que d'accord sur le principe, mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que, si vous voulez, on a les coûts et la masse salariale n'est pas neutre. Quand, par exemple, dans l'hôtellerie, pour reprendre un métier qui est compliqué aujourd'hui, quand on est concurrencé par des activités d'hôtellerie à Maurice où la main-d'œuvre est clairement 10 fois moins chère qu'à La Réunion et le prix de la nuitée est plus élevé qu'à La Réunion, vous comprenez qu'il y a un vrai problème. Soit ils gagnent trop de pognon, ou soit nous, ici, on n'en gagne pas assez. Mais où est le juste milieu ? On ne peut pas avoir un SMIC à Maurice qui est à 200 € et à La Réunion, le minimum avec les charges, ça s'appelle 2000 €. On est 10 fois moins cher à Maurice. Et pour revenir à notre sujet... oui, et on a bien compris évidemment l'écueil, mais pour revenir à notre sujet autour de l'emploi des seniors, vous prenez plutôt un équilibre, messieurs, dames. Vous restez avec nous, Joël, avec plaisir. Juste un point, moi je ne suis pas spécialement en désaccord avec Joël, on est d'accord sur plein de choses, sauf que certes, il faut bien distinguer quand même deux choses. Ceux qui n'ont ni diplôme ni formation et qui sont seniors, qui sont les plus touchés d'ailleurs par des insertions professionnelles. Et il est vrai que je me suis rendu compte dernièrement en discutant avec des gens de l'hôtellerie qui sont très contents d'avoir affaire à des seniors parce qu'ils sont moins volatiles et un peu plus sérieux. Il est vrai aussi qu'il y a des problèmes de charge. J'ai eu des entreprises pendant longtemps, donc je sais très bien de quoi il s'agit. Il a tout à fait raison. Il faut aussi à un moment être compétitif. Pour être compétitif, il faut que l'emploi ne coûte pas cher au niveau des charges, mais il faut par contre que le salaire soit un salaire adapté aussi à la charge de travail. Ce sur quoi je lutte, moi, c'est le fait de dire parce que tu es senior, tu vas accepter d'avoir le salaire que tu avais à 18 ans. Ça, je lutte contre cette idée-là. Il a une expérience, il a du savoir-faire. Si on ne le valorise pas, c'est un problème. Que ce soit un problème par rapport aux charges, ça je peux le comprendre également. Et puis n'oublions pas aussi qu'il y a deux types, donc ceux qui n'ont pas de diplôme. Là, on va parler de ceux qui sont cadres moyens ou cadres supérieurs, qui à 50 ans n'ont pas de problème, eux, d'aide sociale, ils n'en ont pas. Ils ont le chômage, et le chômage, ça n'a jamais été spécialement un signe de richesse, très clairement. Il valait mieux éviter. Voilà. Et quand ils se retrouvent avec des diplômes, de l'expérience, et qu'au bout de la fin de leur chômage, ils n'ont toujours pas trouvé de travail, alors qu'ils en ont les capacités parce qu'ils sont trop chers, là, c'est un autre problème. C'est le problème des gens qui sont formés, qui ont des capacités. Pour eux, il n'y a pas grand-chose. Il y a beaucoup de choses. Les quelques accompagnements qu'il y a pour les seniors de Pôle emploi ou autres, c'est pour des gens qui n'ont pas de diplôme. Et alors, on propose quand même, dans les aides disponibles pour les seniors, le contrat de professionnalisation. Bon, on a l'impression que c'est un petit peu tard. Oui, pardon, Didier Le Tyran, je vous en prie. En fait, Joël est avec nous. Je voulais rebondir effectivement sur ce que disait Joël. Donc, il ne s'agit pas d'opposer encore une fois les jeunes aux vieux, c'est l'un nourrit l'autre. Là, on parle beaucoup de salaire et on parle en fait des conséquences. La question en amont, c'est pourquoi on bosse. On travaille à peu près, pour ceux qui ont la chance de travailler 35 heures par semaine, c'est que 20% de notre temps hebdomadaire qui peut se réduire par de la QVT ou des risques psychosociaux, c'est selon. On travaille 1607 heures par année, donc on est un des pays d'Europe qui travaillons le moins en nombre d'heures, en tout cas déclarées. Et on est programmé pour travailler à peu près 80 000 heures dans notre vie. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Moi, je trouve que c'est très facile de dire, il n'y a qu'à Faucon faire des réformes, etc. Qu'est-ce que chacun d'entre nous, individuellement, fait pour prendre en charge son destin ? Alors peut-être que c'est des mots, c'est de la philosophie, etc. Mais est-ce qu'on bosse que pour un salaire ou est-ce qu'on bosse pour du lien social, pour des opportunités ? Alors je connais aussi un petit peu le secteur de l'hôtellerie-restauration et dans certains métiers, il me semble qu'il y a beaucoup de métiers qui sont liés au comportement, aux aptitudes, donc à la personnalité, donc qui ne concerne pas des diplômes. On peut faire une super carrière avec un bac-10, avec des gens qui sont super, qui ont beaucoup de valeur. Donc il y a d'autres enjeux qui se jouent. Et du coup, effectivement, on parlait tout à l'heure de coûts et performances cachées des organisations, mais il y a aussi la dimension personnelle. Qu'est-ce qu'on fait de notre temps de travail et qu'est-ce qu'on mobilise comme ressources pour pouvoir être agile, qui est un mot à la mode, et rebondir dans un contexte de changement perpétuel.
En attendant, Joël prône l'équilibre entre les juniors et les seniors au sein notamment de son secteur d'activité. Joël, voilà. Oui, moi je voudrais juste quand même rebondir par rapport à ce qui se dit là, pour dire que, vous savez, au sein de nos entreprises, nous avons quand même une RH, nous avons quand même quelqu'un qui est là, qui est payé pour étudier tout ça, et croyez bien que en tant qu'employeur, on n'est pas ennemi de nos intérêts. Quand nous avons effectivement des gens qui rentrent dans ce que nous voulons, nous n'hésitons pas pour les faire monter de grade, pour les payer, pour leur donner ce qui va bien. Donc il faut peut-être aller un petit peu, ce raisonnement, il est complètement dépassé. L'employeur n'est pas uniquement là pour tirer vers le bas. On a compris que quand quelqu'un était bon, il fallait qu'il soit payé. Et ça, c'est vraiment un vieux débat, mais il faut vraiment le dépasser. On sait payer les gens quand ils sont bons. Moi, je crois qu'il faut surtout inciter les gens à devenir bons. Et c'est là où peut-être qu'ils auront le résultat, le fruit de leur travail. Et moi, je continue à dire qu'il manque des réformes parce qu'on ne peut pas continuer à payer des gens à ne rien faire et regarder les gens, les voisins travailler, qui rentrent le soir, qui repartent le matin et qu'ils ont quasiment, au final, avec les mêmes moyens. Et c'est ça, c'est cette différence-là qu'il faut absolument arriver à faire en sorte que ça n'existe plus. Que les gens se rendent compte que quand on ne travaille pas, on n'a pas d'argent et il faut aller travailler. Et il n'y a que ça comme vraie mesure. On a bien compris l'idée. Merci Joël, en tout cas, d'être intervenu à l'antenne sur RTL Réunion pour étayer ce sujet. Corinne Dubois. Oui, merci Joël pour votre intervention, parce qu'effectivement, sur le secteur de l'hôtellerie-restauration, il y a des démarches qui sont menées, notamment une qu'on accompagne, que le Fonds d'amélioration pour les conditions de travail accompagne, sur l'attractivité des métiers qui recoupe bien d'autres choses que le salaire. Et l'enjeu pour ces secteurs qui ont du mal à recruter, c'est de donner envie de venir et de donner envie de rester. Et donc, il y a tout un travail qui est fait par la profession actuellement pour mettre en avant d'autres choses, effectivement, que le salaire. C'est l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, la qualité de vie au travail, sur le lieu de travail et puis sur les horaires, sur aussi la professionnalisation, la montée en compétences, les échanges internes, le dialogue social, les échanges sur l'amélioration de la façon de travailler, l'organisation du travail. Donc, il y a effectivement beaucoup d'autres choses que le salaire sur lesquelles il faut qu'on travaille. Et je dirais, il faut qu'on travaille sur ce sur quoi on a la main. Donc, on peut effectivement essayer d'influer la politique de l'État avec les remontées d'informations qu'on leur fait. Mais concrètement, dans le quotidien, il faut que chaque entreprise puisse réfléchir à ce sur quoi elle peut agir. On comprend que finalement, Joël qui dit nous, on n'hésite pas à embaucher des seniors parce qu'ils sont plus vaillants, disons-le ainsi. Quand on a des témoignages de personnes de cette tranche d'âge-là, d'une 50aine d'années, dans l'hôtellerie-restauration notamment, c'est un métier de saisonnalité. Donc quand ils faisaient des saisons, ils arrivaient à... C'est eux qui le disent, on se faisait des saisons et on avait de quoi effectivement faire. On avait les pourboires aussi qui nous permettaient de sortir et de vivre. On a l'impression que le métier a bien changé aujourd'hui. Voilà, tout a changé aussi. Et qu'on ne s'y retrouve plus aujourd'hui. Et que, mis à part, effectivement, les personnes d'une 50aine d'années qui vont aller le faire parce que elles n'ont pas d'aide, comme vous le précisiez, les plus jeunes se détachent en fait de ces métiers qui sont quand même difficiles et qui ne payent pas suffisamment, a priori. Vous dites qu'il n'y a pas que le salaire, mais quand même, ça fait un gros morceau. Il y a ce que disait Didier tout à l'heure, le sens au travail. Pourquoi est-ce qu'on se lève le matin et qu'on va travailler ? Et c'est là-dessus que chacun va trouver un épanouissement personnel et un équilibre personnel qui va lui permettre de travailler peut-être plus longtemps, mais en santé. Donc l'entreprise travaille dessus. La relation interpersonnelle, le collectif qui se crée au travail, ça joue énormément. Oui, alors une chose que moi j'ai remarqué et que je voudrais faire part, donc bien entendu, Joël a raison, il ne faut pas catégoriser tout le monde dans le même pot, c'est une généralité. Il fait partie des employeurs et heureusement qu'il y en a comme lui qui font ça, on est d'accord, heureusement. Après, on a quand même 53% de taux d'emploi. Nous, on rencontre beaucoup de seniors par le biais de Vocation Réunion, des gens en souffrance, qui se sentent non reconnus, qui, croyez-moi, n'ont pas envie de rester chez eux sur leur canapé, qui ont envie de travailler, qui disent même haut et fort j'ai 50 ans, je ne suis pas fini. D'abord, j'ai encore 15 ans à bosser.
C'est ça, qu'est-ce qu'on fait Alors c'est des gens aussi parfois qu'on accompagne vers le fait d'aller vers l'entrepreneuriat, ce qui prouve bien qu'ils ont envie de travailler. Donc ils deviennent formateurs, ils deviennent accompagnateurs, ils accompagnent des jeunes parfois dans des associations. Dire qu'ils n'ont pas envie de travailler, moi malheureusement de mon expérience, et encore une fois chacun a la sienne, moi je ne vois que des gens qui sont des seniors et qui ont envie de travailler et qui ne veulent pas sortir du monde du travail ou être mis à l'écart. Il faut savoir aussi, il y a la notion d'employabilité qui est gênante. Aujourd'hui, les jeunes ont du mal à trouver du travail, ils en trouvent entre 25 et 30 ans, et à partir de 45, on considère qu'ils sont seniors. Ça veut dire qu'au début, c'est la galère et qu'à la fin, c'est la galère. Au moins, nos anciens, quand ils arrivaient à la fin de leur carrière, il y avait une valorisation de tout ce qu'ils avaient réalisé. Aujourd'hui, on nous dit quoi ? On nous dit le monde le travail est difficile à partir de 50 ans, mais on va reculer l'âge de la retraite. Et donc, la période où vous allez, qui sera la fin de votre vie, qui devrait être le moment où vous pourriez vous appuyer sur vos acquis, sur votre expérience, va être un moment de galère. Ou si jamais vous avez le malheur d'être licencié, je rappelle qu'en 2019, les 2/3 des licenciements étaient des plus de 50 ans. Donc le Covid a donné quand même un bon coup de pouce. Et je ne suis pas sûr que ce soit le Covid. Je suis sûr qu'on est là sur des arrangements et des faux semblants, encore une fois, parce que malheureusement, oui, il y a des gens bien, mais il y a aussi des gens qui profitent du système. Et quand on voit que 2/3 des gens qui ont été licenciés en 2019 étaient des plus de 50 ans, que deviennent-ils ? Que font-ils ? Et aujourd'hui, ça veut dire quoi ? Il leur reste 15 ans à travailler, que vont-ils faire ? Il y a ceux qui se mettent entrepreneurs par nécessité, ceux qui le choisissent. Les deux ne réussissent pas de la même manière. Il y a ceux qui, entre guillemets, essayent de faire des petits boulots, essaient de donner du sens à ce qu'ils font. Mais malheureusement, et je tiens à le dire à Joël, c'est très bien ce qu'il fait, et bravo, mais moi, je croise beaucoup de gens qui sont des seniors qui veulent travailler, et dont on ne reconnaît pas ni les compétences, ni la volonté de travailler et le sérieux de leur démarche. Il y a un commentaire sur Facebook, c'est un cas concret. C'est Jean-Claude, du coup, qui nous saluait tout à l'heure et qui nous dit, voilà, je souhaite embaucher un premier salarié pour ma PME. J'hésite entre un jeune diplômé mais sans expérience et un indice salarial faible, ou un senior de 60 ans hyper qualifié et un indice salarial fort. Sa question, y a-t-il des aides pour l'embauche de ce senior en premier salarié pour son entreprise, en sachant, dit-il, qu'à court terme, il prendra le jeune aussi et procédera à un transfert de compétences. Je vous donne la parole dans un instant. Il le dit, malheureusement, si je n'ai pas d'aide pour le senior, mon projet sera difficile à mettre en place. Didier Le Tyran. Alors, je trouve que la question de Jean-Claude est hyper pertinente. En fait, on est toujours dans le comment. On raisonne rarement dans le pourquoi. Alors, je n'ai pas à donner des leçons, il n'y a qu'à Faucon, mais pourquoi on fait les choses ? La question du sens individuel et peut-être la stratégie de l'entreprise. C'est quoi l'objectif ? C'est quoi les décisions ? C'est quoi la stratégie ? Et après, de voir quel type de profil il faudrait pour occuper le poste. Peut-être que ça serait un peu un raisonnement à l'envers, c'est un peu comme la formation également, avant de peut-être de s'engager dans une formation, si on a la chance de connaître le métier, c'est réfléchir en amont quel est le chemin le plus pertinent pour pouvoir atteindre le métier que je souhaite exercer. Et cette question de stratégie, qu'elle soit collective ou individuelle, pour moi c'est le fond. On parle beaucoup depuis tout à l'heure des conséquences, mais on ne parle pas de l'origine, des causes. Oui, pourquoi par exemple les 2/3 des salariés licenciés étaient des plus de 50 ans ? Alors j'aurais tendance à penser que c'est pour des questions économiques, on va dire de bilan annuel qui n'intègrent pas effectivement, comme disait Frédéric, les deux seules parties du bilan, c'est pas un reproche, qui n'apparaîtront jamais, c'est l'image de l'entreprise et les compétences et les talents. Quand je parle de talent, je parle de compétences rares. Et sur le marché, il y a plein de métiers à pourvoir qui sont à la recherche de compétences rares qui ne sont pas nécessairement, et loin de là, liées à un diplôme. D'ailleurs, on ne connaît pas 30% des métiers qu'on va exercer en 2030, c'est-à-dire demain. C'est-à-dire qu'on ne recrute pas forcément sur un métier, mais sur un développement personnel, sur une posture, sur, certains appelleront ça des soft skills. Donc peut-être qu'il y a d'autres choses qui se jouent. Et peut-être, on parlait également, Frédéric parlait de l'employabilité, Corinne de la formation. On est dans un contexte de changement perpétuel. On sait qu'il va y avoir de multiples changements. Il n'y a aucun modèle qui existe sur sur les changements qui vont arriver qu'on ne connaît pas. La question, comment on fait pour s'adapter ? Quelles ressources on mobilise sur des changements et des transitions professionnelles, collectives ou individuelles ? Bon, il n'y a pas 36 000 réponses, mais peut-être l'une d'entre elles, c'est de la formation tout au long de la vie. Et la formation, c'est peut-être, certains parlent d'agilité, la capacité à pouvoir mobiliser des ressources, rebondir et s'adapter à des métiers qui vont forcément émerger. Et au-delà de ça, peut-être qu'on développe des compétences dans notre métier, et comme on peut raisonner parfois en silo,
on n'a pas conscience des compétences qu'on a acquises et qui sont mobilisables dans d'autres secteurs d'activité. Peut-être qu'il y a des choses à faire au niveau transverse. Il faut les faire reconnaître, la validation des acquis. Est-ce que c'est quelque chose d'ailleurs qui fonctionne bien et qui peut aider finalement à l'insertion ? Excusez-moi Corinne. Oui, non, mais allez-y. Juste effectivement, la valeur. Pour rebondir sur ce que disait Didier, il y a effectivement beaucoup d'autres compétences que les compétences purement la capacité à occuper le poste. Il y a effectivement après les valeurs qu'on a et la projection qu'on a dans l'avenir. C'est pas du tout la même chose d'embaucher une jeune personne qui va se projeter dans l'entreprise à long terme ou pas, et une personne qui a des compétences déjà avérées sur laquelle le chef d'entreprise aura moins de temps à passer. Donc c'est un choix stratégique, je dirais, en fonction du projet d'entreprise de la personne. Après, sur la valorisation des acquis d'expérience, c'est effectivement une des pistes, je dirais même tout au long de la vie. Et on est dans une accélération de l'acquisition des compétences qui est exigée, demandée par la plupart des postes. Et la capacité à savoir apprendre tout au long de la vie est devenue elle-même une compétence. Apprendre en entreprise ou carrément reprendre des études ? On peut les reprendre. Moi, je continue mes études toujours. Je considère qu'il ne faut pas les arrêter. Donc, j'ai 50 ans. Je fais des cours du soir à l'IAE. Je passe un Master 2. J'étais surpris de voir qu'on était 40% de plus de 45 ans. Donc, qui a dit que les seniors ne se formaient pas ? Non, on était presque plus de la moitié, enfin presque à la moitié de la classe qui avait plus de 45 ans. Et c'est des cours qui se passent de 17h à 20h le soir. Donc, voilà, on n'arrête pas. Et en plus, j'ai envie de vous dire, on apprend mieux à certains âges. J'ai l'impression que même on fait les choses mal. Ma réflexion à ce niveau-là, c'est est-ce qu'il faut vraiment se former tout au début et finalement appliquer très peu de choses au début dans ses premiers emplois, ou est-ce qu'il faut peut-être le distiller au milieu et un peu avant la fin pour qu'on puisse vraiment avoir des compétences qu'on emploie, sur lesquelles on a une vraie réflexion et une vraie action. Voilà. C'est une réflexion philosophique, mais je me demande même si c'est pas le meilleur moyen de le faire, c'est même de le faire avec l'entreprise, ce qui se fait beaucoup aujourd'hui, où on a à la fois une partie travail et une partie formation, où on va vraiment appliquer ce qu'on apprend réellement, on va apporter de la valeur ajoutée à l'entreprise, et l'entreprise valorise aussi une montée en compétences. Je crois beaucoup à ça, hein. C'est un bon modèle aussi bien pour les jeunes que pour les moins jeunes. C'est effectivement un nouveau modèle de l'organisation du travail qui est en train de se réfléchir suite à ces 2 ans où on a passé à réfléchir sur qui on est, où on va, comment on s'organise. Et cette organisation du travail, la société est en train d'évoluer pour que ce soit beaucoup plus souple tout au long de la vie. On peut commencer à travailler plus tôt, s'arrêter, se former ou tout, en permanence continuer à se former. Donc l'adaptation des temps de travail va certainement évoluer. Donc ça fait l'objet de dialogue social au sein de chaque entreprise et aussi des branches pour qu'on ne soit plus dans un modèle tout ou rien. On se forme et on ne va pas en entreprise et inversement. Et c'est vraiment une tendance à long terme qui va se dessiner sur le mix entre vie personnelle, vie professionnelle, se former, travailler, faire les deux ensemble. Est-ce que, comme dans beaucoup d'autres secteurs ou sur d'autres sujets, la crise Covid, si on peut l'appeler ainsi, a accéléré des choses. On a l'impression que ça a accéléré beaucoup de choses, des choses qu'on mettait beaucoup de temps à faire avant, qui sous l'urgence se sont accélérées naturellement. Est-ce que vous constatez un avant-après Covid aussi sur cette question notamment de l'emploi et particulièrement des seniors ? Alors, si on se réfère à différentes études qui ont été faites, la crise Covid n'a pas forcément été un facteur déclenchant, mais un booster de changement de carrière. Corinne parlait du sens qu'on donne à sa vie au travail. Il y a 53% des salariés qui souhaitent changer de métier ou d'activité pour soit des raisons personnelles, soit des raisons familiales, mobilité, etc. Et la restauration, d'ailleurs, en a pris un coup concernant le changement de carrière, malheureusement. Voilà, tout à fait. Donc, on est dans ce contexte de changement. Effectivement, donc, quand on parle de crise, alors je vais bien peser mes mots. Hein. Je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas une crise Covid au sens de santé, en fait. Avec, la crise sanitaire existe. Voilà, il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà, la définition d'une crise, en fait, c'est un événement soudain qui est violent et qui ne dure pas dans le temps. On n'est pas au niveau économique, j'entends forcément, dans une crise Covid. On est dans un contexte de changement perpétuel qui dure. La question, c'est peut-être comment s'adapter dans un contexte de changement. Encore une fois, on ne connaît pas les futurs changements qui vont se produire et comment on se prépare à se préparer à ce qui concerne, qui est un aléa. Vous
voilà, la question, elle est peut-être un petit peu là. Oui, À Corinne notre Dubois, oui, niveau, c'est pour ça. répondre à votre question, on a vu énormément de nouvelles demandes d'entreprises. Il y a eu un chamboulement à la fois dans la façon dont on aborde le travail et puis économique, bien entendu. Donc, et un gros accélérateur, comme vous le disiez, pour la mise en œuvre du télétravail, avec une réflexion actuelle, est-ce qu'on revient au présentiel ou pas? Donc, des accords d'entreprise que l'on encourage à négocier. Un gros questionnement sur le sens au travail et finalement moi, qui je suis, qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je souhaite pour moi. Et puis la mise en avant quand même de la santé individuelle qui s'est invitée dans l'entreprise et la prise de conscience que la santé est importante pour chacun d'entre nous et qu'un salarié qui n'est pas en santé, c'est pas quelque chose qui peut être envisagé par l'entreprise elle-même. Donc un lien qui se resserrait entre la santé et le travail, qui est notre objet au niveau de l'ARACT, pour l'amélioration des conditions de travail. Et là, on est vraiment en plein cœur du sujet. Et beaucoup d'entreprises, et on va aller assez vite, c'est la fin, du coup, beaucoup d'entreprises se sont remises en question aussi parce que les salariés, on le dit, se sont posés et on dit, voilà, qu'est-ce que je fais de ma vie, comment je travaille, pourquoi je fais ça. Est-ce que les entreprises, de la même manière, ont fait cette remise en question? Est-ce qu'elles se sont dit... Ils ont découvert le télétravail, aussi, ils ont développé le click and collect. aussi, Maintenant, tout le monde sait ce que c'est. En télétravail, on a découvert qu'on pouvait être parisien et travailler à La Réunion, que ça se passait très bien. Beaucoup ont apprécié. Et ça doit marcher dans l'autre sens d'ailleurs. Pour parler du Covid aussi, il y a la crise économique. La crise économique, j'étais très surpris. J'ai analysé certains chiffres. 2019 et 2020 ont été pour les grandes industries et les grands commerces des années de record de chiffre d'affaires. C'est-à-dire, alors qu'il y a eu énormément de licenciements, notamment sur les seniors. Donc là, il y a quelque chose à expliquer, mais je ne veux pas me lancer dans les explications. Non, regarde. Oui. Mais j'étais très surpris des records de chiffre d'affaires qui ont été réalisés en 2019 et en 2020 avec des économies de rattrapage où les gens, pendant des périodes, ne pouvaient pas dépenser. Pendant des périodes où ils pouvaient dépensaient 2 ou 3 fois plus. Donc on a vraiment cette économie de rattrapage avec même du bénéfice. Voilà. Donc à noter que la crise Covid est en lien avec la crise économique, oui, pour les restaurateurs, pour les discothèques, pour tous ces gens-là qui ont vraiment souffert directement. Pour la grande distribution alimentaire, bricolage, tout ce qui est maison et compagnie, je peux vous assurer qu'ils sont même inquiets, ils pourront jamais faire les chiffres qu'ils ont déjà fait. Ouais. Ils sont même inquiets de ne pas pouvoir faire le même chiffre l'année prochaine. Voilà. Donc ça, il faut relativiser et bien entendu, il ne faut pas que le Covid soit aussi un faux semblant, une excuse pour finalement faire, entre guillemets, le ménage. Et malheureusement, dans certaines entreprises, dans certaines grandes entreprises, ça a été le cas pour certains. Et c'est dans ces grandes entreprises que vous citez, ou en tout cas des gens qui ont fait du bénéfice malgré la crise, est-ce qu'ils se sont, je ne sais pas si vous avez ces infos, on pourrait les trouver, même si on n'en parle pas beaucoup, est-ce que ces entreprises ont décidé de revaloriser leurs salariés? Alors ça, je n'ai pas l'information. Ce que je peux vous dire, c'est que je comprends en partie. C'est-à-dire que quand ils ont eu un doute, le Covid a créé le doute, malheureusement, on s'est rendu compte que le premier fusible, c'était le senior. Voilà. Donc quand il y a un doute, c'est le premier fusible qui saute. C'est dommage. Ensuite, pour la re-embauche des seniors, malheureusement, comme je vous le disais, les aides pour les seniors sont souvent liées à des petits salaires. On est souvent sur des SMIC plus quelque chose. On est rarement sur des cadres intermédiaires qui, eux, n'ont pas d'aide particulière à l'embauche. Donc pour Jean-Claude qui voulait recruter un senior, ce serait la meilleure chose à faire en créant une entreprise parce qu'il pourrait bénéficier de son savoir-faire. Peut-être qu'il faut qu'il négocie avec lui, qu'il soit moins gourmand les premières années, le temps que l'entreprise démarre. Mais c'est une bonne chose d'embaucher un senior en démarrant parce qu'il va l'épauler. Par contre, il n'y a pas beaucoup d'aide, c'est vrai. Alors, ces salaires-là. on va finir avec Jean-Claude qui dit que justement le senior de 60 ans a une expérience et un savoir-faire indiscutable. Son salaire net tournera, en ce qui le concerne, autour de 3 000 euros par mois et il sera dans l'entreprise pour 5 ans. Le jeune, 22 ans, salaire 1 800, 2 000 euros net par mois. Il sera mature pour le poste au départ du senior. Voilà comment il voit les choses. Le poste OPC, alors je ne sais pas de quoi vous parlez malheureusement Jean-Claude, vous comprendrez bien que je ne vais certainement pas recruter le jeune à ce poste. Alors pourquoi? Je ne sais pas quel est le poste OPC. En attendant, voilà, il se pose la question finalement de quel choix faire et vous lui répondez en fait finalement soyez prudent mais donnez sa chance. Si le jeune arrive et qu'il y a un senior qui est déjà en place, il a une chance d'être intégré, de réussir, de se positionner. Et s'il est tout seul dans l'entreprise, il va beaucoup le solliciter et puis surtout il risque de faire des erreurs. Moi je pense qu'un jeune a besoin d'être accompagné et que l'intégration, l'accompagnement des jeunes dans l'emploi fait partie de la mission qui peut être confiée à des seniors et pas toujours au chef d'entreprise qui a souvent beaucoup de choses à faire. Et un message à faire passer aux entreprises là?
Pour répondre à votre question, les entreprises se sont remises en cause pour la plupart. Un des axes sur lesquels on travaille, c'est comment continuer la vie de l'entreprise par temps de pandémie, faire face aux aléas, être agile. Et le message à faire passer, c'est le dialogue social, écouter les salariés et progresser sur les conditions de vie au travail. Corinne Dubois, directrice de l'ARACT, association régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Merci d'avoir été avec nous, messieurs. Didier Le Tyran, Frédéric Nouvet de Vocation Réunion. À une prochaine, évidemment. Avec plaisir. Belle journée sur Merci. RTL. Au revoir. Au revoir. Sur RTL Réunion, On refait la réunion. C'était On refait la réunion avec les chauffe-eau solaires Giordano. Je revenais du travail, personne ne m'attendait. J'abandonnais mon travail et quelqu'un survenait.